La seconde partie de notre débat consacrée à cette grande coalition que veut mettre sur pied François Hollande pour lutter contre l'organisation de l'État islamique. Le président français qui est ce soir à Washington, qui s'est entretenu tout à l'heure avec le président américain Barack Obama. Les deux dirigeants ont donné une conférence de presse et il était question une fois encore du sort du président syrien Bachar el-Assad. On écoute François Hollande. Comment imaginer que les Syriens puissent se réunir, se rassembler avec celui qui est à l'origine de ce qui a été l'un des plus grands massacres de ces dernières années, près de 300 000 morts. Il doit y avoir une transition politique. Il doit y avoir un gouvernement d'union, mais qui doit conduire au départ de Bachar el-Assad. Il n'y a plus de laisser. Édouard de Riancipel, je voudrais que vous répondiez au ministre conseiller de l'ambassade de Russie en France qui disait aujourd'hui qu'il faut s'appuyer sur des troupes au sol. Et les troupes au sol, eh bien, ce sont les forces syriennes, l'armée syrienne. Est-ce que la France est prête, pour combattre l'organisation de l'État islamique, à s'appuyer sur ces forces syriennes au sol? S'il y a adossé à cela une transition politique pour la Syrie, avec toutes les forces démocratiques d'opposition et aussi des éléments du régime syrien, nous le disons, mais sans M. Assad, oui, c'est possible. Ce sera peut-être le cas à un moment donné. Je ne crois pas que ce soit la priorité. Nous avons d'autres pays qui, dans la région, pourraient s'engager si tout le monde se met d'accord sur des objectifs communs. Et je suis d'accord avec M. Malbruno, même si nous parlons de coordination plutôt que de grande coalition, ce qui compte, ce sont les intérêts objectifs et plutôt les objectifs précis que nous nous fixerions à travers cette coordination. D'abord, ça commence par frapper les mêmes gens. Je pense que là, pour le coup, avec les Russes, les Américains et les autres pays, nous pouvons ensemble nous donner des objectifs communs. Et ça, c'est important. Je crois qu'il faut vraiment le comprendre, qu'au-delà de la solution pour la transition politique en Syrie et d'une résolution aussi qui intègre tout le monde en Irak, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que si on veut vraiment mettre un terme à Daesh, il faudra une solution politique en Syrie, mais il faudra aussi un gouvernement bien plus inclusif que celui aujourd'hui en place en Irak. Et donc c'est possible. Pour moi, la priorité n'est pas d'être l'armée de M. Assad, parce que nous estimons que M. Assad ne peut pas être l'avenir de la Syrie. Et par conséquent, le remettre maintenant dans le jeu, ce serait le relégitimer pour la suite. Donc ce que vous dites, non, on ne veut plus de Bachar el-Assad. En revanche, si on se met d'accord sur une transition politique qui exclut Bachar el-Assad, on est prêt justement à aider les forces syriennes sur le terrain, l'armée syrienne. Oui, mais on n'est pas obligé d'attendre un départ de M. Assad pour commencer à nous coordonner sur des objectifs communs pour détruire Daesh. Je crois que c'est ce que nous disons avec le président de la République. Donc le départ de Bachar el-Assad n'est plus un préalable. Il l'a toujours dit. En tout cas, il le dit depuis un bon moment. Depuis le début de l'année. Il ne l'a pas toujours dit. Depuis le début de l'année, c'est dit. Et nous le disons, il n'y a pas de préalable parce que nous constatons que la situation, elle est bloquée. Et il faut bien ériger des priorités quand vous avez des objectifs. Vous disiez tout à l'heure, des forces locales sont prêtes à combattre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Non, il y en a d'abord. Vous les avez cités. Moi, je crois. Ça, c'est ce que je pense. Et c'est ce que je souhaite. D'abord, il y a les peshmerga kurdes, ils sont sur le terrain, ça c'est important. Mais moi je parle de pays. Kurdistan, ils ne vont pas dépasser. Non, je suis d'accord avec vous, mais moi je vous parle des pays de la région. Lesquels Je pense que l'Arabie Saoudite, à un moment donné, comme l'Égypte, le Qatar, pourquoi pas l'Iran, si tout le monde s'entend pour combattre Daesh, ça suppose une solution. Je suis d'accord avec vous. Mais chacun sait, mon général, que c'est la solution possible. Je suis d'accord avec vous. Vous connaissez suffisamment les questions militaires pour savoir qu'il n'y a pas de combat qui ne se gagne pas au sol. Donc, comme nous n'avons pas vocation à y aller, c'est l'erreur que les terroristes attendent que nous commettions. Comme je crois aussi que les Russes ne vont pas le faire, ni même les Américains parce qu'ils se désengagent. Enfin, soit les pays de la région se mettent d'accord et il n'y a plus de double jeu. Il n'y a plus simplement le jeu des uns et des autres. Et à ce moment-là, on s'entend sur un objectif et on passe à une nouvelle étape. Alors, soit la situation va durer et on ne détruira pas Daesh. Et à ce moment-là, le monde verra que nous ne sommes pas capables de détruire une armée de 30 000 hommes. On est bien d'accord, mais le problème des moyens se pose véritablement. Mais c'est la question que nous sommes. Allez voir ce qu'est l'armée saoudienne. C'est l'initiative qu'a engagée le président Hollande. Georges Malbruno, est-ce qu'on peut imaginer des Saoudiens combattre aux côtés d'Iraniens? Il y a 3000 Saoudiens aujourd'hui, mais ce sont des djihadistes. Non, mais vous l'avez très bien dit. La transition politique, elle est envisagée à Vienne.
À Vienne, on a chargé par les services de renseignement jordaniens de désigner qui sont terroristes. Quel groupe on peut frapper? Parce qu'on parle de Daesh. Mais il y a Daesh, tout le monde est d'accord, on va le frapper. Il y a Al-Nosra, Al-Qaïda, on en parle déjà beaucoup moins, mais tout le monde est à peu près d'accord pour le frapper. Les Qatariens, on pourra en parler. Ensuite, vous avez des groupes qui sont des groupes salafistes. Ahrar el-Sham est un groupe salafiste soutenu par le Qatar. Un des leaders d'Ahrar el-Sham est un compagnon de groupe d'Oussama Ben Laden. Les Jordaniens, il y a quelques étrangers au sein de ce groupe. Les Jordaniens vont aller au Conseil de sécurité, ils vont dire c'est un groupe terroriste. Alors là, les Saoudiens vont dire aux Français attention, nous, ce sont nos amis, on ne les considère pas comme terroristes. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on a pensé, comme vous l'avez très bien dit, que tous ces groupes rebelles faisaient la guerre pour instaurer la démocratie en Syrie. Non, ils ne font pas la guerre pour instaurer la démocratie, ni Daesh, ni Nosra, ni Ahrar el-Sham, ni Njund al-Aqsa. Donc ça n'existe pas, les Syriens modérés? Si, il y en a 10% qui, eux, mais les autres, ils veulent instaurer la charia, un régime islamique. Donc alors, est-ce que ça peut être nos alliés? Ça, c'est la question que je vous pose. Au moment où nous sommes frappés par des gens qui se réclament du salafisme. Alors, on répond à la question? Non, mais moi, je crois que... Moi, je partage cette analyse. Mais moi, je crois... Donc, ils ont tous les frappés. Non, mais attends, je crois d'abord que Français, Russes et Américains doivent s'entendre et mettre la pression sur les pays de la région. Voilà ce que je pense. C'est un peu tard, les Turcs non, ont je crois que... passer franchement, 15 000 djihadistes. C'est peut-être tard, mais dans l'histoire, il n'est jamais trop tard pour essayer de trouver des solutions. C'est vrai. Mais donc il faut parler aux Saoudiens aussi, il faut parler aux Qataris aussi. Nous parlons à tout le monde, nous parlons y compris aux Iraniens. Il y a toute cette polémique. Mais est-ce qu'on en parle de manière un peu ferme? On parle même aux Russes et c'est normal. Mais est-ce qu'on leur parle de manière un peu ferme? Parce qu'on est quand même tenu aussi par des contrats, il y a aussi un aspect Le problème n'est pas la question de la fermeté. La question, c'est du jeu et des intérêts qui ne sont pas nécessairement les mêmes entre États-Unis, Russie, France, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar, Iran. Les agendas ne sont pas les mêmes. Donc à un moment donné, il faut juste se regarder en face, dire bon les amis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui nous rassemble? Pendant combien de temps on va laisser cette affaire durer? Jusqu'à ce que le monstre vous dépasse tous, qu'on soit plus capable de l'enrayer. Moi, je crois sincèrement, je l'ai toujours dit depuis des années, parce que je sais ce que peut être le terrorisme aux portes de la Russie, notamment au Caucase. Et personne ne me fera croire que M. Poutine n'est pas inquiété de ce développement potentiel. Il est très lucide sur la question. S'il y a bien un sujet sur lequel on peut s'entendre avec les Russes, c'est bien la destruction de Daesh, parce que ça les préoccupe autant que nous. Artem Studenikov, je vous donne la parole, Général Desportes, mais je voudrais quand même revenir à ma question de tout à l'heure. Ouais. Pourquoi vous dites, on va soutenir, nous, notre objectif, c'est de soutenir l'armée syrienne au sol, parce qu'on a décidé de ne pas aller au sol. Pourquoi soutenir aujourd'hui encore un homme, finalement, Bachar el-Assad? Pourquoi ne pas lâcher là-dessus? Oui, mais la question, elle se pose, Georges Malbruno. Qui d'autre? Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre pour mettre à la place de Bachar el-Assad? Justement. Vous y avez pensé? Vous avez des liens très proches avec l'armée syrienne que vous avez formée. C'est la raison de notre arrivée en Syrie. Nous sommes venus non pas pour sauver une personnalité et sa famille, mais nous sommes venus pour sauver l'État syrien, l'État laïque, qui incarne aujourd'hui quand même en ordre mais vous êtes d'accord, c'est ce que dit la France. Attendez, ce que dit le ministre conseiller est très important sur le plan diplomatique. Il faut savoir interpréter ce que dit le ministre conseiller de l'ambassade de Russie. Il dit, en quelque sorte, moi je me permets de vous interpréter ici, qu'ils ne tiennent pas nécessairement à la personne de M. Assad. Et qu'autrement dit, des solutions avec les éléments du régime syrien peuvent être trouvées. Écoutez, nous avons souligné cette position à maintes reprises. Nous ne sommes pas là, en Syrie, pour sauver concrètement Bachar Assad, mais pour sauver le peuple syrien, ce qui reste du peuple syrien aujourd'hui. Oui, nous avons bien compris que le pouvoir, très bientôt, peut tomber dans les mains de différents groupes terroristes. Pas obligatoirement de l'État islamique, mais il y a d'autres sujets de ce terrorisme. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une incarnation, en quelque sorte, du fascisme. Voilà pourquoi le président Poutine, à New York, au début de septembre, a évoqué cette grande coalition bien avant les propositions de nos amis français. À New York encore, il parlait de cette grande coalition et il se référait à l'expérience de la coalition anti-hitlérienne. Parce qu'on a bien aperçu que c'est vraiment un fléau, un défi qui menace non seulement la Syrie, mais toute la région. Et aujourd'hui, nous voyons, quand le terrorisme international
est passé à l'offensive et il frappe partout un petit peu. Nous voyons que, en tout cas, nous, les Russes, nous sommes absolument persuadés de la justesse de notre position nationale. D'ailleurs, vous n'en avez pas dévié, il faut le dire, quand Voilà. même, ces 4 dernières années, à la Personne ne différence souhaite de un la France. effondrement de l'État syrien qui conduirait à la même catastrophe qu'est aujourd'hui La Libye. en Irak et en Libye. Et en Libye aussi, oui. Ça me Général paraît bien, Deportes. ça me paraît bien de le dire. Merci d'avoir insisté sur la nécessité de faire converger des agendas. Mais faire converger des agendas, c'est faire de la diplomatie, donc ne pas tenir des positions idéologiques et donc faire des compromis. C'est donc arrêter la politique étrangère que nous conduisons, hélas, depuis bien longtemps. Mais c'est vrai qu'elle évolue, dont acte. Ensuite, sur les pressions à faire sur l'étranger, moi je crois qu'il faut reparler de la Turquie. Parce qu'enfin, la Turquie on est est un d'accord. acteur essentiel. On doit rappeler devant vos téléspectateurs que 70% du financement de Daesh, c'est de la contrebande à travers les frontières syrano-turques et irako-turques. Et donc, M. Erdogan, si on veut, le problème des moyens se pose. On a vu que trouver des moyens pour aller au sol, c'est compliqué. Par contre, trouver des solutions pour asphyxier financièrement Daesh, c'est probablement plus simple si on arrive à tordre le cou, désolé l'expression, à M. Erdogan pour qu'il arrête de jouer double jeu. Et d'autres aussi, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle du Qatar, mais ceux-là aussi doivent arrêter de jouer double jeu. On sait que si le financement vient essentiellement de la contrebande du pétrole, une partie du financement vient du Qatar, vient du Koweït, vient des Émirats Arabes Unis et vient de l'Arabie Saoudite. Donc là, je crois qu'il faut avoir des positions fermes et sortir de l'ambiguïté. L'ambiguïté, ça a conduit au Bataclan. Désormais, il faut sortir clairement de l'ambiguïté. Jean-Valentin, cette réaction sur Twitter, est-ce qu'on est tous ensemble contre Daesh, oui ou non? Quelle cacophonie? Il faut vraiment que l'ONU se saisisse fermement de tout ce bazar. Georges Malbruno, quand vous entendez le ministre conseiller de l'ambassade de Russie qui dit aujourd'hui notre préoccupation, c'est plus Bachar el-Assad, nous c'est le peuple syrien, c'est l'État syrien. Est-ce que vous pensez que finalement on peut avancer, que la France a fait aussi un pas, que la Russie aujourd'hui fait aussi un pas, et qu'on peut tous faire un pas dans la même direction pour combattre un seul et même ennemi? Ça a été la position constante de la Russie qui a dit on veut préserver l'État, l'armée en particulier, etc. C'est aussi, on a oublié d'en parler, la position de l'Iran. Ils se sont tous mis d'accord lors du premier communiqué de Vienne, dire il faut préserver intactes les institutions de l'État, un État laïque a arraché John Kerry, c'est quand même les Saoudiens ont avalé leur kéfier quand même, et les Qatariens aussi quand ils ont entendu ça. Mais cela étant, la question et c'est vrai qu'on n'a pas forcément confiance dans les Russes et dans les Iraniens parce que on se dit que comme il n'y a pas d'alternative à Bachar el-Assad. Et quand je dis ça, c'est pas par affection pour ce régime. Vous le connaissiez mieux que moi. Si les Russes ont créé l'armée syrienne, les Iraniens sont impliqués dans les services de sécurité syriens depuis très longtemps. Ils ont probablement, ces dernières années, cherché une alternative. Et ce qui est curieux, c'est que Bachar el-Assad a concentré encore plus de pouvoir que son père ne l'avait fait il y a 25 ans. Pourtant, Dieu sait s'il en avait entre ses mains. Et donc, le grand problème, là, le général disait tout à l'heure, l'après-Daesh, il avait raison, mais l'après-Daesh, c'est un point d'interrogation. Qui on va mettre à la place de Bachar el-Assad? Et personne n'est capable d'apporter de réponse, y compris les Russes et les Iraniens, qui l'ont dit et ne sont pas mariés avec Bachar el-Assad, mais ont des intérêts. Et je pense que plus que les Russes, les Iraniens, eux, ne voudront jamais un pouvoir pro-saoudien sunnite à Damas, parce qu'ils savent très bien que c'est la fin du Hezbollah et que c'est l'Irak qui sera attaqué. Donc je pense que là, encore plus que les Russes, les Iraniens tiennent fermement à préserver, non pas Bachar el-Assad, mais en tout cas un pouvoir alaouite. D'ailleurs, je pense que c'est votre position aussi, et ça devrait être la position de tout le monde. Mais le problème, c'est que comment faire naître une alternative à un pouvoir qui s'est bâti autour d'un homme? Moi, je vais encore régulièrement en Syrie, encore plus, je vous dis, c'est un paradoxe, qu'il y a 15 ans avec Hafez el-Assad. J'étais en Syrie il y a un mois, un loyaliste me disait, du temps d'Hafez, on connaissait certaines personnalités autour de lui, Ali Douba, Farouk al-Shara. Aujourd'hui, on est incapable de citer une personnalité autour de Bachar el-Assad parce que c'est lui le chef de guerre. Et c'est bien le problème, c'est qu'on n'a personne. Et je pense que les Russes, comme les Iraniens, comme nous autres, même si on est marginal, sommes capables de mettre sur la table un pouvoir alternatif à Bachar el-Assad. Alors moi je vous pose la question, Eduardo Riancipa, si j'entends bien Georges Malbruno. La France dit on veut une transition politique sans Bachar el-Assad, mais qui mettre à la place de Bachar el-Assad? Est-ce que la France en a une idée? Mais on a sans doute des idées, mais on doit la partager avec les autres. Mais enfin, ce n'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé qu'il ne faut pas discuter. Nous sommes certains que sans le dialogue et sans une entente sur un avenir politique en Syrie,
et y compris une transition aussi plus inclusive en Irak. Il ne peut pas y avoir de solution contre Daesh. Soit on dit très bien, bon, on accepte de vivre avec une armée terroriste qui contrôle une grosse partie de la Syrie, une partie de l'Irak, qui dispose de moyens financiers sans précédent, et puis on laisse ce Moyen-Orient sombrer. Il y a des rapports de force dans cette région dont un certain nombre d'éléments viennent d'être réglés. Je pense notamment au nucléaire iranien. C'est quand même une solution, une condition pour la sortie de crise. Nous allons trouver, ce n'est pas les noms qui manquent. Moi, je sais ce que représente la Syrie pour les Russes. Il y a la base d'entrée en Méditerranée, Tartous. Je peux comprendre leur intérêt compte tenu du point stratégique que ça représente. Je pense que tout cela est discutable avec tout le monde. L'Iran aussi, il veut avoir une certaine place dans le dispositif régional. Et en même temps, les Saoudiens et les Qataris ne veulent pas avoir une hégémonie ou une grosse domination de l'Iran. Et du coup, chacun joue un jeu, etc. Je crois que le jour où tout le monde comprend, et je crois que tout le monde est en train de comprendre, que Daesh n'est pas un joujou qu'on manipule et qui peut se retourner et exploser à la figure de tout le monde, et ça a déjà explosé à la figure de beaucoup d'entre nous, eh bien, à ce moment-là, on va prendre au sérieux, à bras-le-corps, la question, frapper des cibles ensemble, en aérien, et aussi trouver les conditions d'organiser une coalition au sol, sous mandat de l'ONU, avec une transition politique en Syrie. Enfin, ça fait un moment qu'on le répète. Oui. Il faut des réponses militaires, assécher les financements de Daesh et trouver les transitions politiques qui s'imposent. Général Desportes. On est quand même capable de s'entendre là-dessus avec les grandes nations qui ont leur place sur la région. Alors, moi, je vous entends bien, mais je crois qu'il faut être quand même réaliste sur le problème des moyens et analyser sérieusement cette affaire des moyens. Mais écoutez, j'en ai parlé, là. J'ai posé la question, on n'a pas eu de réponse très claire, parce que c'est une véritable question. On entend des députés, des élus de tous bords dire « mettons des troupes au sol ». Mais la question desquelles, personne ne se pose. D'accord. Non, mais après, si l'Arabie Saoudite dit « j'y vais pas », vous m'avez dit l'Arabie Saoudite. Vous avez déjà vu l'Arabie Saoudite au combat? Moi, pas. Ils sont extrêmement bien équipés, certes, c'est du matériel français et américain, mais c'est du bon matériel. Au Yémen, mais ils n'ont pas beaucoup de succès. Au Yémen, ils n'ont pas beaucoup de succès. C'est pour ça que moi, j'ai des doutes profonds. On ne va pas envoyer les Syriens libérer le territoire sunnite. Donc la question des moyens, cette fois-ci, dans la construction de la stratégie, est une question essentielle. Et puis, alors, vous dites, maintenant, on doit savoir qui est notre adversaire. Et moi, je me réjouis de l'évolution de la position du président Hollande, mais il doit aller plus loin. Daesh est notre ennemi. Il l'a dit. Écoutons M. Ban Ki-moon qui nous dit le problème de Daesh et du Moyen-Orient ne doit pas être pris en otage par la question de Bachar el-Assad. À un moment donné, cette fois-ci, on sait bien quel est notre adversaire, c'est Daesh, et on sait bien quelle est notre mission pour le président Hollande, c'est la sécurité de nos citoyens et la protection du territoire national. Donc les positions idéologiques, je crois qu'il faut les abandonner. Il est en train de le faire, et c'est bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Mon général, ce n'est pas une raison non plus, me semble-t-il, pour relancer M. Assad et lui dire qu'il peut repartir pour un tour. C'est parce qu'on n'est pas là, c'est pas ce qu'on a dit. Vous savez très bien que dès lors que tout le monde s'entend, Bachar al-Assad saute. Vous savez très bien que si solution il y a, il sautera. Ne nous bloquons pas là-dessus, ça va s'arranger. Nous avons tenté quelque chose, les Américains ne nous ont pas suivis il y a 2 ans, lorsque le président Hollande, à la suite de découvertes de l'utilisation d'armes chimiques par Assad, voulait intervenir et qu'on a été laissés seuls. Ce n'est pas parce que nous étions seuls que nous n'avions pas raison. C'était le moment de faire quelque chose. Ouais, tout le monde est d'accord avec vous. Tout le monde est d'accord avec vous. Après, compte tenu de cet épisode, on doit se réadapter. Vous êtes général dans le domaine de la guerre. Ben oui, je vous dis, adaptons-nous et adaptons-nous au problème d'Assad. Parce que sur le terrain, la situation évolue. Eh bien, continuez. On évolue tardivement, dit Georges Malbrandt. Le nucléaire iranien est venu. Je pense que c'était la priorité d'Obama. Oui, c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu frapper Assad. Ah bah si, parce qu'il ne frappe pas Assad, à mon avis, avec nous, alors que nous avions raison de le faire, parce qu'il ne voulait pas perturber les négociations sur l'Iranien, sur le nucléaire iranien. Et il n'avait pas nécessairement tort pour le nucléaire iranien, mais je pense qu'on aurait pu faire les deux. Là, on parle d'Assad, et on dit ne nous bloquons pas là-dessus. Ce problème sera réglé. Il va tomber de l'escalier un jour ou l'autre. C'est pas très grave. Absolument, on est d'accord. Un dernier mot, Artem Sudenikov. La coopération se passe bien aujourd'hui avec la France sur le terrain.
Écoutez, tout d'abord, vous savez que après la conversation téléphonique entre nos deux présidents, le président russe Poutine a donné l'ordre immédiatement après cette conversation téléphonique. Il a donné l'ordre aux militaires russes dans la région d'entrer en contact avec leurs collègues français. Et ce contact est maintenu aujourd'hui. Il y a une sorte de coordination, mais évidemment, nous sommes loin d'une vraie coordination des frappes militaires. Nous sommes loin d'une vraie coalition militaire. Et ça, c'est le problème. Et c'est ce que nous appelons de tout notre vœu. Nous voulons réunir tous les acteurs régionaux et internationaux présents sur le terrain pour rendre notre lutte contre le Daesh plus efficace. Il est loin le temps où on ne parlait plus à Vladimir Poutine. Comment ? Je dis, il est loin le temps où l'on ne parlait plus à Vladimir Poutine et on lui brandissait des sanctions. Le temps a passé ? Jamais le dialogue, et surtout le dialogue franco-russe, ne cessait pas. Il était un peu marginalisé. Jamais le dialogue ne cessait pas. Donc, croyez-moi, la Russie, c'est un pays continent. C'est très difficile d'isoler la Russie. Et les sanctions, ça c'est une histoire, mais le dialogue franco-russe, il a été maintenu tout ce temps-là. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi. On accueille tout de suite Karim Yayaoui. Tout ce qui a fait la une sur les réseaux sociaux, c'est tout de suite un œil sur les médias. Bonsoir Karim, la Tunisie à nouveau frappée par un attentat meurtrier. Alors évidemment, c'est ce qui fait la une des sites d'information tunisiens, comme ici le site Capitalis, avec ce bilan qui n'est que provisoire. Évidemment, c'est largement relayé également par les médias français. Le JDD, notamment, qui sur son compte Twitter cite un conseiller de Béji Essebsi qui évoque une scène de guerre avec cet attentat qui a frappé de plein fouet un bus de la garde présidentielle. Du côté de cette agence turque Anadolu Agency, on évoque déjà la possibilité d'un kamikaze qui porterait une ceinture explosive. Alors évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'informations pour confirmer cela. En tout cas, les réactions étaient nombreuses du côté de la twittosphère française notamment, puisque sur Twitter en France, le hashtag Tunis était le plus utilisé et reste le plus utilisé ce soir. Arnaud Castagnet qui dit encore une fois la Tunisie frappée par le terrorisme. Il invite l'Europe à faire davantage pour soutenir la jeune démocratie tunisienne. Même tonalité sur ce compte Twitter. L'Europe a encore frappé le seul pays arabe ayant réussi sa transition vers un système démocratique. Pensez aux victimes. Et puis certains soulignent le lieu où cet attentat a eu lieu. Karim Ghelati évoque le fait que ça s'est passé pendant la relève de la garde présidentielle, ce qui laisse penser que c'était préparé minutieusement, puisqu'on a frappé au moment de cette relève. Et puis Amira Yayaoui, qui est une blogueuse, souligne que ça s'est passé à quelques centaines de mètres du ministère de l'Intérieur. On comprend bien qu'on voulait frapper de plein fouet les symboles du pouvoir tunisien. Voici un tweet d'un journaliste tunisien qui montre à peu près où ça s'est produit. On n'est pas loin du ministère de l'Intérieur, on n'est pas non plus très loin du ministère du Tourisme. Sur les réseaux sociaux, déjà un certain nombre de voix se font entendre pour critiquer le pouvoir tunisien, puisque des attentats, eh bien, il y en a eu déjà de nombreux. 3e attentat majeur en quelques mois pour le président Kaïd Essebsi, qui s'était un petit peu présenté comme le champion de l'anti-terrorisme. Et puis certains twittos, comme cette Tunisienne, se demandent si la Tunisie est condamnée à vivre quotidiennement avec l'horreur. L'émotion est vive à chaque fois, explique-t-elle sur son compte Twitter, d'autant plus que les Tunisiens ont été profondément choqués tout récemment par l'assassinat par décapitation d'un jeune berger. Les médias tunisiens en ont beaucoup parlé, peut-être trop, certains le soulignent ici sur le site du Temps, puisque cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux sans aucune précaution. Merci beaucoup, merci Karim. C'est une chronique un peu courte, on verra la totalité de votre chronique, de votre papier à 20h45. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Je vous retrouve demain soir à partir de 18h heure de Paris.